Engel. Think of You, le podcast de musique à l'image présenté par Antoine Leguerne et Raphaël Fruchard. Bonjour et bienvenue dans Think of You, un podcast où avec Antoine Leguerne, que je ne vous présente plus, je te présente plus Antoine. Bonjour. Nous parlons de musique à l'image avec des superviseurs musicaux, des réalisateurs. On reçoit aujourd'hui le compositeur Yanis Dumoutier. Bonjour Yanis. Bonjour à tous les deux. Alors Yanis, on va résumer rapidement ta carrière et tes débuts. Après avoir fait des débuts classiques comme un ado qui se passionne pour la musique, ça veut rien dire. C'est écrit comme une merde ça. Mais c'est pas ce que j'ai écrit à la fin. Vas-y, lis ce que j'ai écrit, tu vas voir, ça va marcher. Yanis, après des débuts assez classiques d'un ado qui se passionne pour la musique, tu rentres en fac de musicologie à Dijon, où tu découvres grâce à Monsieur Popicide, un groupe dans lequel tu officies en tant que clavier. Je te vois te marrer, je dis des conneries déjà. On corrigera au fur et à mesure, mais D'accord. Vas-y. C'est un peu pour ça que t'es là. Donc tu es clavier et tu découvres les joies du studio, de la réalisation, du mixage et de la post-production son en général. Tu vas nous expliquer également, parce que j'ai l'impression que je dis pas mal de bêtises, tu vas nous expliquer également plus tard comment tu commences à travailler pour tes premières publicités, tes documentaires, un format qui, je crois, te passionne particulièrement. En 2019, tu participes à un appel d'offres pour une prochaine série de TF1 qui deviendra la célèbre série HPI. Je sais pas pourquoi, Antoine m'a dit aussi que tu avais participé aux 10 km de sens, donc ça, je vois pas trop à quoi ça sert. Parce que le sport a une place énorme. Sa vie, Écoute, c'est vrai que j'irai pas t'emmerder, parce que je pense que je serai très vite par terre. Grâce au succès de la série, tu as également une réelle reconnaissance sur l'identité musicale de celle-ci, avec le fameux thème que tu peux me chantonner, parce que moi je suis trop mauvais. Ta-di-da-dum. Donc ça fait sonner une attente comme ça. Ouais, c'est vrai. Nous allons prendre votre appel. Grâce à cette série et à ce thème iconique, tu réalises d'autres bandes originales pour la télé, le cinéma, notamment Belfond, Master Crime, Léo Mattei, et une série que nous découvrirons très prochainement, Flashback, avec une nouvelle série créée par les producteurs également de HPI pour TF1 avec Michael Youn et Constance Gay, à qui nous faisons un gros bisou. Hein. Voilà, donc pour une vision très large et très rapide, on va revenir bien évidemment en détail sur tout ça. On commence par le début. Antoine ? Eh oui, c'est une bonne idée. Commençons par le début. Apparemment, donc on a dit quelques bêtises, mais voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment la musique est rentrée dans ta vie ? Vous n'avez pas dit de bêtises. C'était la chronologie qui était un petit peu rapide entre la fac et le groupe. Ok. La musique est arrivée alors assez tôt peut-être par rapport à certains et assez tard pour des gens qui savent jouer d'un instrument avant même de savoir marcher. Mozart, par exemple. Par exemple, voilà. Non, je suis en 6e, 5e et j'ai envie de faire de la batterie. Beaucoup. Mes parents ont beaucoup moins envie que je fasse de la batterie. Ils me disent, tu veux pas faire un instrument avant ? Donc je prends le saxo. Parce que tu vis pas dans un environnement familial spécialement passionné par la musique ? Mes parents sont mélomanes, mais ma sœur joue du piano, mais personne, en tout cas, n'a fait de carrière dans la musique. Mon père est écrivain, parce qu'il y a quand même le côté artistique. Ma maman institutrice, mais il n'y a pas, il y a pas vraiment. Tu vis en appartement ? Non, je vis à la campagne. La batterie, c'est pas un problème alors. Mais voilà, mes parents sont d'une génération où la batterie, on ne tape pas, on souffle. Monsieur, on souffle dans le saxophone. Donc saxo. Pourquoi saxo ? Parce que j'avais vu Bird et j'adorais. J'ai découvert Charlie Parker et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Très compliqué. Très compliqué parce que j'ai abordé le sax en école de musique. Et en école de musique, je vais pas être désagréable avec les écoles de musique, mais c'est très scolaire et on voit des choses classiques. Quand tu dis une école de musique, c'est-à-dire que c'était pas le conservatoire, c'était une école privée ? Oui, une école de musique privée dans un petit bled à côté de chez moi. Où tu faisais 1 heure de sax par jour, c'est ça ? Par semaine, pardon ? Ouais, c'est ça. T'avais un petit peu de solfège, en plus des cours de musique du collège, qui ont été presque plus importants dans ma passion pour la musique, parce que j'avais un prof qui nous faisait écouter énormément de BO de films. Est-ce que tu te souviens du nom de ce monsieur à qui Monsieur Serge Dubois, qui est un monsieur maintenant de 70 ans, que j'ai revu dernièrement, parce qu'il... Donc un contemporain d'Antoine. Ouais, tout à fait. Un petit peu plus jeune qu'Antoine, oui, mais il fait encore beaucoup de musique et il galère un petit peu en informatique musicale. Donc, comme Antoine. Donc, ça va être ta il journée, a fait appel à mes Allons-y, services, où je suis pas non plus un expert, mais aujourd'hui, je l'ai guidé. Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une façon de parler. À l'époque. Voilà. Non, là, il y a quelques années, tu vois. Quand il te dit aujourd'hui, c'est ces derniers temps. Ça veut dire, c'est pas ce matin. Voilà. Quoi.
Petite souplesse sur les termes. Ouais. Je sens qu'on va être bon là. Tu le vois encore aujourd'hui? Ouais, je le vois encore aujourd'hui. Et je l'ai remercié. J'ai pu le remercier parce que en fait, j'étais très dur au collège. Donc, et la musique, t'étais un gamin, c'est un peu la musique, j'avais des facilités, donc je branlais rien et j'avais des bonnes notes. Donc, ça l'agaçait, forcément. Donc, j'étais pas son ami. Ça doit encore plus l'agacer quand tu signes une BO comme HPI. Eh ben non, figure-toi, il est super content. Et il a même dit, j'étais dur avec toi. Alors, je sais pas s'il était dur, parce que moi, j'étais très, très chiant. Mais en tout cas, voilà, c'est une phase de ma vie où, voilà, il avait surtout acheté un clavier, un Roland D5. Et dedans, il y avait la flûte d'Ushuaïa. Génial. Et là, t'as fait la connexion, quoi. Mais ouais, parce que j'écoutais, en fait, j'ai toujours été passionné par le son. Tu vois, le son, de se dire, à partir de plein de choses, tu peux faire... Enfin, tout est son, finalement. Le bruit devient son, le son devient bruit. C'est-à-dire que très vite, en fait, l'aspect théorique de la musique, t'as gonflé tout de suite. Ouais, je suis Par pas fan. contre, l'aspect, t'as tout de suite capté que la musique, c'était pas que une grammaire, des notes, des accords, des rythmes, mais que c'était aussi une matière sonore. Ça, l'aspect sonique de la musique, organique, tu l'as tout de suite compris. Ça, et à la fois les émotions qu'elle pouvait procurer. Mais à la fois, pour pouvoir partager des émotions, il faut quand même comprendre un langage. Quand on discute, il faut connaître le vocabulaire, il faut connaître la grammaire pour pouvoir parler, exprimer ses émotions. Toi. C'est pas faux. J'ai pas dit qu'il fallait avoir une bonne orthographe. Ouais, alors après, moi, j'y connais rien en peinture, par exemple, et je suis capable de dire une peinture qui me touche, une peinture qui me fait rien. De la faire, c'est ça que je voulais dire. Okay, bien sûr, bien évidemment. Évidemment. Django Reinhardt, il a jamais foutu les pieds dans un... Il savait pas ce qu'il faisait, en fait, quand il agitait ses doigts sur la guitare, tu vois. On peut citer des exemples, effectivement. Oui, contraire. Mais de gens qui n'ont... Mais tu as quand même besoin d'apprendre un minimum d'outils. La transmission de la musique, c'est vrai qu'elle se fait de manière très orale dans beaucoup d'autres pays que le nôtre. Ouais, bien sûr. Donc la transmission orale, effectivement, elle est importante. Nous, on a un peu perdu ça. Oui. Et c'est vrai qu'on l'a beaucoup supplanté par l'apprentissage d'une théorie. Pour les harmonisations notamment, pour les orchestrations, ce genre de choses. C'est ça. Bien sûr. Est-ce que tu n'as pas une limite à partir de ce moment-là si tu n'as pas une technique derrière? Comment tu as supplanté ça? Si tu veux, moi, le fait que je suis allé en musicaux. Donc en musicaux, tu apprends l'harmonie. C'est très scolaire. Donc moi, tout ce qui est très scolaire me gonfle très vite. Parce que ça te gonfle, mais tu l'as quand même un peu, mais tu l'as si tu mangé veux, quand même. il n'y a pas vraiment de concret derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai ouvert les bouquins d'orchestration de Rimsky-Korsakov il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire que quand j'étais en études, j'avais pas de projet où je me disais, tiens, il faut que j'écrive pour un orchestre, donc il faut que je m'intéresse, que j'écoute. Alors, on écoutait des choses, mais la connexion entre le concret et l'abstrait, il n'y avait pas, quoi. Il n'y avait pas. Alors justement, raconte-nous un petit peu. Donc après, effectivement, ce professeur qui t'a quand même inspiré, qui était dur avec toi, mais qui t'a inspiré, une expérience de saxophone moyennement convaincante. Ouais. Tu parviens quand même à convaincre tes parents à faire de la batterie, à faire du piano, à faire plusieurs instruments, fac de musicologie. Et là, du coup, c'est quoi tes premiers contacts avec la vie professionnelle, en tout cas avec la musique en dehors des écoles? C'est-à-dire qu'après, tu commences tu joues dans des groupes, il y a le fameux groupe qui joue à Dijon. Alors, c'est pas à Dijon, c'est là que le bas blesse. Non, effectivement, une fois que en fait, c'est l'interrogation sur qu'est-ce que je vais faire de ça. Je sors avec ma licence de musicaux. Moi, je me dis, ma passion, j'ai un peu de matos à la maison, je compose déjà des choses qui restent dans un cercle complètement privé, c'est-à-dire le mien et celui de ma femme. Et alors, excuse-moi, petite question un peu technique, à cette époque-là, tu composes sur quoi? Tu commences à appréhender l'informatique musicale? Non, pas du tout, parce que là, on est en 97, 98, donc, alors bien sûr, il y a des choses qui existent. Cubase existe, ouais. Cubase existe, tout à fait. Mais je suis sûr, j'achète, enfin, mes parents, quand j'ai mon bac, ils m'achètent un Korg Triton. Qui est une espèce de grosse bécane où tu as un séquenceur à l'intérieur. Workstation, comme on appelle ça. Tout à fait, une workstation. Ouais. Et tu peux, tu peux déjà enregistrer ce que tu fais dessus. Exactement. Tu as un multipiste de 16 pistes qui te permet... Numérique. Voilà. Et à ce moment-là, tu vois, c'est là aussi que je développe beaucoup solfège, harmonie, etc. Parce que j'achète des partoches. Parce que je sais lire la musique. Donc, t'es obligé quand même d'avoir cette base technique. En fait, ça te faisait chier, la technique. C'est quelque chose qui t'intéressait pas, qui était rébarbatif. Parallèlement aux études, j'entre au conservatoire de Dijon. Ouais, donc t'as quand même une base technique. Même s'il y a des... Moi, tu te la racontes un peu en disant que t'es pas technicien, quoi, en fait. Non, mais ça ne me passionne pas. Moi, je me rappelle qu'on faisait des dictées à 4 voix. C'est chaud, quoi. Tu dois reconnaître ce que joue le hautbois, le violoncelle,
C'est du contrepoint, c'est très très bien écrit, hein, c'est pas le problème. Hein. Je ne remets pas en question ce qui a été fait par le passé, parce que de toute façon, ça a beaucoup servi l'avenir aussi, et ça continuera de le servir. Mais c'est-à-dire que l'apprendre sans application concrète, pour moi... Voilà. En tout cas, à ce moment-là, tu fais pas la connexion. Je fais pas la connexion. C'est ça. Et je la fais beaucoup plus tard, mais même sur des choses assez récentes où je me dis, oui, je me rappelle, j'avais vu ça à la fac, et là... Je me dis, alors il y a les restes de connaissances et puis il y a se replonger dedans parce que ça concerne un truc précis, quoi. T'écoutais quoi comme musique ado? Parce que avant qu'on parle de ton groupe et de ce qu'il fait, quelles étaient tes influences musicales? Les tiennes, on a parlé de tes parents un petit peu, de comment tu étais arrivé à la musique. Qu'est-ce que t'écoutes quand t'es ado, quand t'es rebelle à l'école, que t'as pas envie de travailler, que t'as pas envie d'apprendre le solfège, tu fais quoi? Tu fumes des joints? Tu fais quoi? Alors non, je ne fume pas de joints. Bravo, que le crack, c'est sympa. Par contre, je suis très éclectique dans mes goûts musicaux, c'est-à-dire que mes parents, chez moi, c'est très musique classique et Beatles. Un bon mélange. Voilà. Et moi, j'écoute aussi bien des trucs à la radio dont si, j'ai une petite fierté, tu sais, les fameuses casseroles qu'on écoute, il y a Benebi qui tourne à Donge, j'écoute Benebi, tu vois, et je me dis, putain, c'est vachement bien, Benebi. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas l'âge de Yannis, on est dans les années 90. Hein. Il y a que des vieux qui nous écoutent, hein, je te rassure. On est en plein milieu des années 90. Non, alors voilà, j'écoute les choses à la radio. Après, j'ai des potes autour de moi, des cousins, des machins qui écoutent beaucoup de rock, que ça soit Asdes, Police, d'ailleurs Sweat, donc j'ai le Genesis. Les débuts des clips à la télé, etc. Voilà, donc je suis nourri de tout ça, et en même temps, un truc qui est un peu plus personnel, c'est que j'écoute déjà de la musique de film, et je suis passionné notamment par Vangelis, qui n'a pas fait que de la musique de film, hein. Il a fait des albums studio aussi. Tu vas acheter les vinyles? Comment t'écoutes ça? Vinyle, cassette? Ça, tu t'écoutais pas à la radio? En fait, je dévalise la Fnac de Dijon à chaque fois que mes parents me donnent un peu d'argent de poche, et à chaque fois que je peux, j'économise et j'achète des albums. Alors le CD est déjà sorti, voilà. Ouais. C'est des films que tu as vus pour la plupart. C'est quoi ta relation avec ça? C'est-à-dire que quand tu vas voir un film, tu vas t'en imprégner, tu vas dire j'ai vraiment adoré ce film, j'ai envie d'avoir la musique, ou il y a des musiques que tu découvres indépendamment des films? Par compositeur? Oui. Alors, ça arrive assez souvent que je découvre certaines BO en dehors de leur support visuel. Après, ça marche dans les deux sens. En fait, c'est un film que tu vas voir peut te donner envie d'écouter la BO en isolé, et vice-versa. Hein, une BO que tu écoutes peut te donner envie de voir le film. Et parfois, tu es déçu dans les deux sens, et parfois tu dis mais les deux sont des chefs-d'œuvre en fait. Donc Evangelis, il y a ça, il a fait beaucoup de musique de documentaire aussi, Antarctica, il a fait tous les films de Frédéric Rossi, qui était un documentaliste dans les années 80. Et en fait, la force de Vangelis, c'est qu'on est quand même dans une ère où les musiques de films sont plutôt orchestrales, et lui il arrive avec son armada de synthé. Et puis les groupes un peu, il a joué dans les Aphrodite Child, qui étaient des trucs un peu perchés, hein. Et il arrive à transmettre des émotions, sans utiliser vraiment d'instruments réels. Et donc pour moi, c'est un truc où je me dis, moi qui viens qui n'ai pas eu d'apprentissage d'instruments vraiment classiques, parce que le piano je l'ai appris tout seul, le sax. Bon, voilà, j'ai arrêté très vite. Ça t'ouvre la possibilité, voilà, tu te dis, ça te démystifie le truc un petit peu. Ouais. Et en fait, je découvre en achetant les partoches de Vangelis, justement. Alors tiens, c'est encore l'exemple d'un homme qui est autodidacte. Il n'a jamais pris un cours, et il a des harmonies et déjà un talent mélodique qui est assez fou. Des choix harmoniques, des suites harmoniques qui sont qui sont pas forcément hyper classiques. Parce que le mec a joué dans des groupes indés, a fait... pas mal roulé sa bosse avant, et quand il arrive sur la musique de film, il y a une espèce, il synthétise tout ça. Il a une fraîcheur aussi, du coup. Ouais. Et il arrive sur un film comme Christophe Colomb. Tu vois, t'attends. Là aujourd'hui, on fait Christophe Colomb. T'es dans un truc hyper orchestral, alors peut-être avec des synthés, etc. Parce que maintenant, on arrive à une hybridation qui est assez... À l'époque, c'était pas le cas. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Donc lui, il arrive, c'est Ridley Scott quand même, tu vois. Ridley Scott fait appel à lui aussi sur Blade Runner. Alors Blade Runner, peut-être c'est plus justifié, parce qu'on est dans pas justifié, mais plus attendu presque. Oui, plus attendu. Et même justifié. Si c'est plus justifié, t'as quand même un film qui est plus dans le futur, dans une espèce de modernité. C'est ça, des trucs synthétiques, c'est ça. Je vois ce que tu veux dire, effectivement. Non, j'aimais pas le mot justifié. Je suis désolé. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu peux pas choisir tous les mots qu'on va utiliser ici non plus, quoi. Et voilà, la musique électronique m'intéresse beaucoup. Et la musique expérimentale aussi. Et j'aime écouter des choses même dans la musique minimaliste, de choses qui sont dites, tu vois, ce qui se fait au XXe siècle, clairement, de mecs comme Pierre Schaeffer, Pierre Henry. Voilà, c'est une musique bruitiste ou
Steve Reich, par exemple, qui fait beaucoup, qui joue sur la répétition, les choses comme ça. Je me dis, c'est d'autres façons de faire de la musique, en fait. Et pourtant, les gens que tu viens de citer ont l'académisme en eux, mais le transcendent sur une recherche musicale et une expérimentation. Oui, ils vont chercher ailleurs parce que on arrive à une époque où, fin du 19e, début du 20e, il y a le post-romantisme, puis après le néoclassicisme. Donc on voit qu'on commence à faire pas mal de retours en arrière et il y a des mecs qui arrivent avec la musique sérielle, par exemple Schoenberg, plus tard Reich qui vient, ou Pierre-Henry qui fait Concerto pour une porte et un soupir. Enfin, ça paraît improbable ces trucs-là, mais je pense qu'en dehors du résultat sonore, après qui vaut ce qui vaut, qui peut être critiquable positivement ou négativement d'ailleurs, il y a le fait d'avoir réfléchi à une autre conception de comment, parce que faire de la musique finalement c'est agencer des sons, quelle que soit leur provenance, pour procurer des émotions. Voilà. C'est beau ce que tu dis. Bah, c'est un peu ça. Ouais, mais c'est bien. C'est bien parce que j'aime bien le côté son. Tu parles pas de mélodie, tu parles de rien, tu dis agencer des sons pour procurer une émotion. C'est ça. C'est ça, toi, qui t'intéresse. Ouais. C'est-à-dire que c'est pour ça que toute la partie théorique, technique ne t'intéresse pas, parce que tu te dis, tout ce qu'on me demande, tout ce que je veux faire, c'est donner une émotion à quelqu'un qui va écouter ce que j'ai fait. C'est ça. Et je trouve qu'il y a un parallèle hyper intéressant avec l'époque qu'on vit là depuis, je sais pas, depuis une dizaine d'années, où effectivement les outils de production musicale se sont vraiment démocratisés. Où aussi ça a entraîné, il y a eu un peu par rapport aux bandes originales des années 90, pour revenir sur le sujet des musiques de films, où la mélodie a un petit peu disparu au profit ou au dépend au détriment du son. Ouais. Et finalement, ça rejoint un petit peu ce que tu expliques avec un peu là, ce qui s'est passé il y a plus d'un siècle. Sur un moment, effectivement, laisser un peu la grammaire, laisser la mélodie de côté au profit du son. Et est-ce que je dis des bêtises en disant que c'est un peu ce qui se passe aussi aujourd'hui? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les moyens de production sont là, sont à portée de main. Donc, la recherche du son est devenue aussi importante que la mélodie. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves une analogie à ça? Oui, non, mais c'est clair que tu as non seulement la création sonore, et j'allais dire la production sonore. Tu peux être le meilleur compositeur du monde. Alors, je sais pas comment on juge un compositeur. Non, mais voilà. Tu peux être très bon, très talentueux et exprimer des émotions très fortes. Si t'as pas un minimum de savoir-faire en production et si t'es pas sur une recherche sonore où on va dire, parce que écrire de la musique, il y a plein de gens qui savent le faire, qui savent très bien le faire. Des John Williams, il y en a un par siècle quasiment. Après, il y aura plein de gens qui se rapprocheront de ce style, mais lui, il a l'avantage d'être arrivé un des premiers avec ça, d'apporter sa science de l'orchestration qui est absolument incroyable. Tous les gens qui vont passer derrière lui, qui vont faire la même chose, c'est-à-dire qu'ils ne vont travailler quasiment qu'avec l'orchestre, forcément, ils seront comparés, etc. Donc, moi, je pense, moi, je n'ai pas les capacités de faire du John Williams. J'admire ce qu'il fait. Et je me dis, il faut que la singularité, allez la chercher ailleurs. Et je me dis qu'aujourd'hui, en musique, une des possibilités de trouver de la singularité, c'est sur le travail du son, sur sa production. Moi, je suis toujours ébahi par des gens qui, avec très peu de matériaux musicaux, arrivent à faire des choses qui remplissent tout l'espace, qui te procurent des émotions quasi autant que si tu avais 70 musiciens qui jouaient. Et c'est pour ça que tout ça, ce ne sont que des outils. La théorie, les instrumentistes, etc., ce sont des façons d'arriver à quelque chose que tu as prédéfini ou pas d'ailleurs, mais en tout cas dans la quête d'assouvir, en ce qui concerne la musique à l'image, une émotion ou de raconter quelque chose parallèlement à ce que raconte l'image. Donc en parlant de ce que raconte l'image, on a bien compris donc ton processus, pourquoi ton dégoût pour la technique, enfin ton inintérêt, pas ton dégoût, on va pas exagérer non plus. Non, faut pas exagérer, mais pourquoi ça ne t'intéresse pas? Parce que l'émotion, c'est ce que tu viens d'exprimer, est au-delà de tout et qu'on peut l'exprimer sans technique. Est-ce que tu te souviens, c'est ce qui nous intéresse un peu ici, du premier projet que tu associes à l'image? Est-ce que tu te souviens de ça et comment ça s'est passé? Le premier projet que j'associe à l'image, alors c'est assez classique quand on commence à travailler dans ce milieu-là, c'est un court-métrage qui s'appelle Pantin, qui a été réalisé... Pantin comme la ville ou comme un pantin Alors c'est la même orthographe du coup. Bah oui, c'est pour ça. Je savais pas que s'écrivait pareil, moi. Moi j'écris ça P-E-N-T-A-I-N-G, donc Pantin. C'est les Pantin. C'est Pantin. Mais le sujet était lié à la ville ou à un pantin? Non, le sujet était lié justement à un pantin. Alors c'était une histoire un petit peu assez sombre.
Désolé Guillaume, si tu nous écoutes, je ne me souviens plus exactement ce que racontait le court-métrage, mais voilà. Ça date, hein. Puis je me souviens d'un truc entre le fantastique et l'horreur, mais l'horreur soft, voilà, on n'était pas... c'était Chucky. Non, c'était pas Chucky. Chucky est important, mais c'était pas le même. D'accord. Mais voilà, c'est ton premier projet, c'est là où tu... Et alors, comment tu fais? On est en quelle année, là, à la louche? On est en 2004. D'accord, donc comment ça se passe? Parce que là, maintenant, c'est extrêmement facile. On pose une image sur son ordinateur en fonction de l'outil avec lequel on bosse. Comment tu fais, là, à ce moment-là? T'es pas sur une VHS à côté non plus, mais c'est dedans. Non. Il y a déjà, on peut déjà télécharger des... Alors, tout est beaucoup plus long parce que moins de place, moins d'espace, moins rapide, etc. Le réalisateur est parisien, donc moi, j'habite en province, vient à la maison, on sympathise, on regarde les trucs ensemble. Lui est un jeune réalisateur aussi, qui n'a pas d'expérience. Il travaille... Alors, il a une expérience en tant que... il travaille dans les effets vidéo, donc il bosse sur des gros blockbusters américains, dans des équipes. Donc il a cette science de l'image quand même. Il sait faire, mais c'est sa première réalisation. Donc moi, c'est mon premier projet. Donc c'est un échange, voilà. Le film fait quelques festivals, ne connaît vraiment pas de succès, mais... Attends, je t'interromps déjà sur le processus de création, parce que c'est hyper intéressant. Tu te sens bien déjà, là, tout de suite? C'est-à-dire que, parce que ce que tu as composé avant, tu le composais pour une musique, pour ce qu'elle devait être, c'est-à-dire de la musique à écouter, ou en tout cas, là, tu dois faire une musique qui doit... Narrative, tu dois servir une scène. Exactement. Est-ce que tu te sens tout de suite bien? Ou au contraire, il y a une petite douleur, un peu comme quand tu... Non, t'as forcément un peu de... Puisque là, entre guillemets, tu ne bosses pas que pour toi. Ouais. C'est-à-dire que tu es au service non seulement d'une image, mais de la vision d'un réalisateur, de ce qu'il veut, parce qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut à une image. Donc... oui, il y a forcément peut-être une petite appréhension de dire est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ce que moi je veux raconter là-dessus, en accord avec ce qu'il m'a dit, ça va correspondre à ses attentes? Donc, alors justement, toi, ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est super bien passé. Ça s'est bien passé. Ça s'est super bien passé parce que dès ce début-là, je n'ai pas travaillé sur des choses entre guillemets classiques. C'est-à-dire que je suis allé sur du resampling d'éléments, sur des choses que je passais à l'envers. J'étais déjà dans la manipulation. C'était de la bricole, dans l'expérimentation. Voilà. Mais tu réalises l'importance à ce moment-là de la discussion avec le réalisateur, de l'échange avec lui, d'avoir sa vision, parce qu'une scène, tu peux l'écrire différemment, elle va raconter 15 choses différentes. T'as quelqu'un dans une pièce et qui se lève, si jamais tu mets une musique dramatique, on se dit il va se lever parce qu'il va aller se pendre, ou il va se lever, si c'est une musique plus dure, il va se lever parce qu'il va se prendre un coup de couteau, etc. Ouais. Donc tu ne t'es pas trompé entre ce que le réalisateur t'a expliqué et ce que tu lui as délivré sur... Alors, avec précision, certainement. En tout cas, j'étais pas à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'après, on a affiné au fur et à mesure. Et ça m'a permis aussi... tu t'es pas fait virer déjà. Non, je me suis pas fait virer. Vas-y, c'était un cours. En même temps, tout le monde était bénévole sur le truc. Donc alors, étonnamment, ce n'est pas les projets où t'es le moins payé, où on t'embête le moins. C'est vrai. C'est même tout l'inverse en général. Là, pour le coup, c'était vraiment l'ensemble de l'équipe qui ne touchait pas un copec, quoi. D'accord. Donc ça, c'est le démarrage et il me permet de découvrir un outil qui est assez récent aussi en France, qui est Internet, avec entre ce projet-là... C'est-à-dire qu'avant, Yanis faisait ses films avec le Minitel. Mais non, mais c'est fou. Mais non, mais c'est vrai, c'est un truc de malade. C'était au début des années 2000. C'est fou. C'est vrai qu'on a du mal à réaliser ça, mais nous, pareil, on a une cinquantaine d'années tous. Quand on réalise qu'on a bossé avant et après, et on ne se rappelle pas la différence. C'est-à-dire qu'on en était quand même avec nos modems 56K, c'est un truc de fou. Quoi. Et on parle de 2004. Et aujourd'hui, mais bien sûr, évidemment qu'on parle de 2004. Et aujourd'hui, on s'envoie quand même des fichiers de... Il y a notre ingé son qui a un petit sourire jusqu'aux oreilles. Parce qu'il est beaucoup plus... Et aujourd'hui, on s'envoie des fichiers de plusieurs gigas. Tu bosses en streaming dans 2 studios différents sur ce code. C'est absolument hallucinant. Donc ça, effectivement, ça te fait découvrir Internet et ça te permet d'avoir une ouverture sur le travail, sur ce qui se fait. C'est-à-dire que tu commences à avoir... Bon, j'avais travaillé sur ce projet dont j'ai pu extraire une BO, et notamment le générique de fin. À cette époque-là, je faisais partie d'un petit groupe qui s'appelait Blue Garden, que j'avais monté avec une chanteuse, et on bossait ensemble sur des titres, et je lui dis, tiens, est-ce que tu veux pas poser ta voix là-dessus? Et en fait, effectivement, elle pose sa voix, ça marche super bien. Donc, en plus, ça me donne... qui est hyper cinématographique, en plus, le titre, puisqu'il est associé au... Donc, j'ai ça, puis des petites compos sur lesquelles moi, j'ai bossé à côté, qui sont quand même empreintes de références que j'ai pu avoir de compositeurs de musique à l'image à l'époque. J'ai l'impression que tu es très fort, là tu viens de parler d'un générique de début, on en parlait tout à l'heure du générique de HPI qui est très fort, tu es très fort en hook, tu es très fort en gimmick, en choses qui accrochent direct. Qu'est-ce qui se passe derrière? Parce que je sais que tu as fait beaucoup de pubs, on va en parler.
Est-ce qu'il y a un lien avec ça? Est-ce que c'est... Un générique, c'est un format relativement court, qui n'est pas narratif, qui doit attraper le téléspectateur, qui doit je parle du générique de début, on va pas parler de suite-fin, qui doit attraper immédiatement le téléspectateur pour dire vas-y, tiens, on va te présenter un truc, voilà le mood, voilà l'ambiance dans laquelle on va être. Est-ce que c'est ça, et on va en parler de la publicité si tu veux bien tout de suite après, est-ce que c'est là où tu te dis j'ai ce truc, j'ai cette espèce de vivacité d'esprit pour arriver à catcher tout de suite les gens? C'est toujours compliqué de savoir où sont nos forces. On s'en rend compte au fur et à mesure parce que les autres nous disent c'est... Moi, peut-être, si je peux me targuer peut-être d'une qualité, c'est de ne pas jeter des choses qui, pour d'autres, paraîtraient trop évidentes. Tu vois, c'est-à-dire peut-être quelqu'un avec justement un bagage technique très important, s'il fait un truc qui va juger trop simple, il va peut-être le dégager, se dire... C'est peut-être de la maturité, ça aussi. Je sais pas, mais en tout cas... Accepter une mélodie qui paraît un petit peu, peut-être, trop naïve, tu vois, où on se dit, ça va pas, non, je peux décemment mais toi, pas mettre ça. Toi, ce que tu disais, tu gardes l'émotion. C'est hyper intéressant, ça, parce que c'est vrai que dans un process de création, on s'auto-censure beaucoup de choses, en fait. Clairement. Par rapport effectivement, à ce qu'on imaginait, à une certaine complexité, et en fait, dans la pop en particulier, c'est vrai que du coup, on a tendance à dire, à évacuer des choses qui sont pourtant l'évidence, et ce qu'on ne reproche pas aux autres compositeurs. mais complètement. Quand le truc arrive et qu'il existe, c'est génial. Et alors que quand tu es en train de le faire, cette création-là, des fois, on se censure. Mais parce que aussi peut-être galvanisé et rassuré par le fait que les compositeurs dont je parlais, notamment comme Vangelis, ou il y a Ennio Morricone qui me met en tête, qui a fait des choses qui sont dès les premières notes. Et pourtant, c'est aussi un maître de l'orchestration, je veux dire, Morricone. Et de la texture. Et voilà. Mais il arrive à trouver tout de suite une mélodie. Je veux dire, tu demandes, c'est quand même des choses qui ont plus de 50 ans pour certaines. Donc, tu demandes à n'importe qui, n'importe quel âge, de te siffler un truc de Morricone, il trouvera forcément quelque chose. Ça a traversé le temps parce qu'il y a une espèce d'évidence dans la mélodie, dans le choix des textures, enfin dans tout un contexte qu'il a créé de toutes pièces, qui fait que avec des mélodies assez simples entre guillemets, on peut tout de suite arriver à raconter des choses qui sont fédératrices, parce que finalement, il y a beaucoup de compos, des fois, je ne sais pas s'ils se mentent à eux-mêmes ou pas. Il y a un truc de séduction dans l'art. Alors, toujours. Je vais parler de la musique, mais la musique, bien sûr, on l'a fait pour soi, mais on l'a fait aussi pour les autres. Quand on a une critique négative sur quelque chose qu'on a fait, ça fait jamais plaisir. Il y en a qui disent, je m'en fous. Oui, alors il faut passer outre, mais ça fait jamais plaisir. On se remet en question sans arrêt. En tout cas, c'est plus agréable quand on te dit, quel super thème, clairement. Et que tes playlists, que ton titre est streamé et écouté. On fait des choses pour être partagées. Le fait, justement, d'avoir une reconnaissance du public et ce que tu m'as dit, c'est-à-dire t'arrives à trouver des... voilà, ça me fait plaisir parce que c'est ce que je fais, j'en suis conscient. Alors effectivement, je le fais de façon assez naturelle. Est-ce que c'est pas un danger, ça, justement? Tu disais tout à l'heure, je ne m'interdis pas de garder des choses qui sont trop simples, mais est-ce qu'en se disant, est-ce que le public va aimer, est-ce que tu ne te mets pas des contraintes pour te dire, tiens, je vais aller vers ça, je vais pas aller vers la facilité, mais aller vers ce qui plaît? Est-ce que ça ne t'empêche pas de t'ouvrir vers des trucs artistiques, du coup? Non, parce que je me pose pas la question à la base. Je me pose pas la question de plaire ou pas. C'est-à-dire que l'histoire de la séduction. C'est ta femme qui doit être contente du coup. Elle est tranquille. Elle. L'histoire de la séduction, elle vient en fait une fois le produit fini. C'est-à-dire que des fois, tu ressens dans une musique que tu vas toucher large, tu vois. Alors des fois, c'est un peu cucu, tu vois. T'as fait un truc, effectivement, qui est... Mais tu sais que, voilà, moi, le HPI, la musique, je reçois des messages régulièrement de gens que je ne connais pas. C'est ma femme. Qui font... Ah oui, elle a plusieurs pseudos. Elle a beaucoup de mails. Elle a ouvert plein de mails, en fait. Ah merde, ça casse le truc. Je suis désolé. Toi aussi, Antoine, non? Tu participes à cette mascarade? Non, et souvent, le titre qui ressort d'HPI, c'est le titre le plus classique, piano, cordes, qui symbolise la relation entre Karadec et Morgan. Alors justement, tiens, j'ai, entre guillemets, découvert ça hier. Effectivement, le titre le plus streamé de la BO d'HPI, c'est pas le générique. C'est Morgan et Karadec. C'est ce que tu dis, voilà. Ouais. Mais parce qu'il y a une espèce d'évidence là-dedans. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la musique de film qui vont chercher, tu vois, le côté beau, joli, assez conventionnel, finalement. Et effectivement, ce thème est assez qui aussi correspond à un moment de la série, à quand même une grosse partie de l'intrigue, qui est le fil rouge, en quelque sorte. Donc c'est là où les gens se retrouvent. Donc, qui est de la poule ou de l'œuf, on ne saura jamais. C'est ça.
En parlant de ces musiques spécifiques et en parlant de ces génériques très très forts et de ces moments qui donnent de l'émotion, ça m'amène à penser à la publicité. Je l'évoquais tout à l'heure. C'est quelque chose de très très fort, la publicité, où on a besoin d'une émotion immédiate parce qu'on est quand même sur des messages de 15, 20, 30 secondes. Je sais que tu en as fait beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre une musique que tu composes pour une pub, où c'est une commande pure 100%, on ne demande pas d'aller dans l'émotion, on demande d'aller dans l'essentiel, et un film ou une série? Quelle est la différence entre ça? Ah, tout est condensé, tu viens de le dire exactement. C'est-à-dire que les DA vont te dire il nous faut sur 20 secondes de la joie. Il faut surtout ne pas être trop dark, trop anxiogène. Ça, c'est un mot qui revenait très souvent dans la pub. Non, c'est extrêmement compliqué, mais c'est un exercice qui m'a permis justement d'accroître l'efficacité, de faire tout de suite transmettre un message sur quelques secondes. Parce que c'est très, très technique, ça. Ah oui, c'est extrêmement technique. Surtout qu'il y a le facteur musical et puis il y a le facteur synchro toutes les 2 secondes. Enfin, j'ai pu travailler sur des pubs, notamment Nespresso, où en fait, c'est très codifié, Nespresso, et tu dois, à chaque fois que tu vois la machine à café, tu dois avoir ce qui symbolise la goutte qui coule de la machine. À un moment donné, c'est une montée de violon. Et tout ça n'est absolument pas maîtrisé d'un point de vue musical. Donc toi, tu dois te débrouiller à faire quelque chose qui soit fluide musicalement, tout en incorporant des choses imposées qui parfois peuvent constituer c'est un grand débat qu'on a avec Antoine, ça, et les ingés ici, quand on fait une pub. Moi, je suis comme en orthographe avec la musique, c'est-à-dire que je suis dysrythmique. Je suis dysorthographique, dysrythmique. Je peux mettre le temps 1 sur le temps 3, ça ne me pose absolument pas de problème. C'est exactement ce que tu viens d'exprimer. Comment ça se passe? Est-ce que tu arrives à enlever ces aspects techniques et à dire, merde, là, il faut que je sois sur l'image de la goutte, sur l'image de ci, sur l'image de ça, mais je tombe sur le mauvais temps pour repartir là. Techniquement, tu t'en sors Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu arrives à dire, vas-y, là, je fais un break, là, je m'en fous? Ouais, c'est des défis permanents et c'est un échange avec l'agence ou avec le client. Bon, le client, il arrive en queue de peloton, donc pour lui, souvent, et voilà, mais c'est effectivement dire, parfois, il peut y avoir des arythmies, justement, qui sont, on les aurait pas fait naturellement. Et le fait de les créer pour le besoin de l'image ou d'une synchro ou quoi que ce soit peut donner des choses hyper intéressantes. Et parfois, ça marche pas. C'est un exercice que tu prends plaisir à faire? Ouais, c'est pas désagréable. Alors, moins aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que c'est de plus en plus complexe, la pub. Alors après, j'en fais moins. Ça fait pas 200 ans que t'en fais non plus, quand même. Hein. Non, donc, mais tu sens, ça, c'est dur. Ça fait ta première pub, elle remonte à quoi? Elle remonte à 2012, 2015? Non, 2009. En 2009, je fais une pub pour le Samsung Galaxy Speaker, à l'époque, je me souviens. Et en 15 ans, t'as senti vraiment... C'est quoi que t'as senti? Ça s'est durci? J'ai senti déjà que la musique originale, elle était effectivement remplacée beaucoup par synchro ou catalogue. J'ai rien contre, hein. Mais du coup, je trouve que les exigences de certains DA étaient les mêmes qu'avec une musique de librairie, c'est-à-dire que tu devenais vite un jukebox, ouais, celle-là, c'est bien ce que tu as fait, mais est-ce qu'on peut essayer ça, puis essayer ça, et essayer ça. Et Yanis, c'est un petit peu ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'effectivement, avec les plateformes de streaming, avec les librairies musicales, les gens ont de plus en plus l'habitude de pouvoir essayer plein de choses, et effectivement, du coup, essayent d'appliquer ça avec la musique originale. Donc, les compositeurs, depuis quelques années, effectivement, sont face aux librairies. Et donc, il faut produire encore plus vite, encore mieux. J'ai envie de dire, il n'y a plus de round de maquettes. Est-ce que tu penses que ça laisse moins place à l'émotion, tout ça? Après, c'est assez... ça va dépendre aussi avec qui tu travailles. Est-ce que les gens de l'agence ont le pouvoir d'un petit peu guider... En tout cas, ils ont le pouvoir de te refaire bosser plusieurs fois. Ouais, ça, ils ont... Et ils s'en privent pas, ils sont là pour ça. J'ai pas travaillé avec 5000 agences, mais toutes les agences avec lesquelles j'ai travaillé, je me suis jamais pris la tête, jamais avec quelqu'un de l'agence, parce que on est dans le même bateau. Tu bosses en direct avec les agences ou tu passes par des prods en général? Je bosse beaucoup en direct avec les agences, ouais. Parce que c'est le rôle souvent de la prod, de faire un peu tampon justement entre, parce qu'il y a quand même beaucoup de... Et puis les gens connaissent la musique, ou en tout cas ont l'impression de connaître la musique, ils connaissent pas forcément le comment, le pourquoi, mais ils vont toujours avoir un avis et ils sont là pour ça. Mais c'est effectivement plus complexe à cet égard, j'ai l'impression. Mais à chaque fois que j'ai bossé avec des prods aussi, c'était beaucoup plus simple, parce qu'on parle un même langage, et parce que eux savent au bout d'un moment dire stop. Ouais.
Ou à toi, ou à dire on change de compo, ou voilà, c'est bon, ça va pas le faire. Non, mais là, c'est vachement bien ce que tu as fait. Donc, moi, on va en discuter sérieusement. Et tu préfères quoi, du coup? Tu préfères être en frontal avec une agence? Non, je préfère travailler avec des prods, parce que tu gagnes un temps fou. Alors moi je n'en veux... T'aimes bien entendre un compositeur dire ça, parce que ça veut dire qu'on bosse pas pour rien. Mais parce que c'est important bien sûr, parce que c'est votre métier et que vous n'avez pas que l'aspect artistique sur lequel vous devez au quotidien travailler. C'est-à-dire qu'il y a tout un aspect relationnel et puis on sait que c'est assez... on vend un produit sur de la pub. Donc on doit satisfaire des créas qui n'ont pas forcément... qui veulent partir un peu dans tous les sens. Et puis le point de chute, c'est quand même le client qui lui, au bout d'un moment, va être décisionnaire de quelque chose qui n'était pas forcément bien barré au départ, quoi. Donc oui, clairement, je préfère travailler avec des productions. L'interface, elle est toujours bienvenue. Ouais. Est-ce qu'il y a un projet, une pub qui t'a, avant qu'on passe à d'autres choses, est-ce qu'en pub, il y a un projet qui t'a particulièrement marqué? Je précise exprès pas si c'est artistiquement, humainement ou quoi. Quel est le projet, pub qui t'a le plus marqué? Bah là, comme ça, celui qui me vient, c'est une pub pour la Toyota Yaris. Et le challenge, c'était de refaire la Marseillaise sans aucun instrument de musique. Oh, mais bien sûr, je me souviens. Je sais même avec Capitaine Plouf, tu as fait ça, absolument. Ouais. Je me rappelle, j'avais été appelé pour, et apparemment, Capitaine Plouf et toi avaient été bien meilleurs que nous. Donc bravo, tu vois. Mais alors, effectivement, il y a beaucoup Guillaume. Bien sûr, Guillaume, celui qui est extraordinaire. On a bossé tous les deux là-dessus. Parce qui est une très très bonne prod, hein, ils sont très cool. Oui. Alors, Capitaine Plouf, effectivement, je bosse avec assez peu de prod finalement, et Capitaine Plouf font partie des... ils sont super. Mais c'est très très drôle. Enfin, ils sont moins bien que eux, mais ils sont pas mal. Non, blague à part, je me rappelle très très bien de ce projet. C'est marrant, ça illustre exactement ce que tu disais tout à l'heure. C'était la Marseillaise ? Ouais, c'était la Marseillaise. Ça illustre exactement ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire sur le rôle d'un compositeur, c'est de trouver différents sons et pas instruments et d'en faire une émotion. Là, l'émotion, c'était en fait, pour ceux qui n'ont pas vu la publicité, il y avait différents plans séquences qui étaient une voiture qui se fabriquait en fait, et chacun, il y avait un coup de vis, un coup de gyrophare, un coup de machin, et ça jouait là. Et c'est vrai que c'était très très dur. Alors, il y a dû avoir un ping-pong entre le montage et la musique, parce que c'est ça qui est complexe à faire dans ce genre de cas. Et Guillaume a énormément bossé sur l'aspect justement sonore brut. Ouais. Et moi, en fait, mon rôle, ça a été de musicaliser un petit peu tout ça à partir de ce qu'il avait fait et d'arriver avec quelques textures supplémentaires qui faisaient qu'on partait de vraiment du matériau concret et on arrivait avec un truc un peu plus orchestré qui était un peu urbain. Urbain, ça veut tout rien dire, mais voilà, c'était un peu hip-hop. Non, mais c'est ça, c'était vraiment effectivement du bricolage, de la prod pure. Ouais. Et c'est marrant parce que ça rejoint tout ce que nous disait précédemment, et ce qui va nous faire une bonne transition. Donc sur la publicité, on a fait un petit peu le tour et on voit le lien qu'il y a avec tes émotions, avec tes envies, avec ce que tu aimes faire et comment tu aimes le faire. Au niveau du documentaire, qui est Antoine, on va quand même le dire, Antoine est ton agent, hein, il te représente, donc il te connaît bien. Il me disait que c'était un format que tu aimais particulièrement, le documentaire, et tu en parlais tout à l'heure avec Vangelis. Comment tu dis Vangelis? Moi, je dis ce que je veux, déjà. Déjà, je suis chez moi, monsieur. Et tu sais quoi, ce qui est marrant, c'est qu'en le lisant, je me suis dit, mais pourquoi j'ai dit ça? Et je me suis dit, il n'y a pas un con qui va me le faire remarquer, je te remercie. Par contre, il dit une mange, il dit pas une mangue. De toute façon, je dis ce que je veux. C'est quand même insensé, ça. On peut pas s'exprimer. Donc bref, en résumé, on mange. Putain, mais les gars, vous êtes pas sérieux, quoi. Si tu veux, on fera un documentaire une fois sur mon orthographe, ma manière de m'exprimer. Un 8x52. Il y aura 3 saisons. Avec un transcript. Bon, non, mais le sujet n'est pas mon vocabulaire, mon orthographe et ma manière de parler. C'est quel est ton premier documentaire, comment ça arrive, et surtout, qu'est-ce que tu aimes dans ce format-là? Mon premier documentaire, il est en 2007. Il s'appelle Les secrets des photographes animaliers. C'est un réalisateur qui s'appelle Ronan Fournier-Cristol, qui bossait avant chez Ubisoft, qui avait un super poste chez Ubisoft et qui a tout plaqué et qui avait envie de faire des documentaires vraiment nature et plus particulièrement animaliers. Il me découvre parce que je le démarche sur Internet, je découvre son travail. Il avait fait des petits 26 minutes sur, je ne sais plus quels étaient les sujets, mais voilà, j'aime bien son travail, donc tu le contactes comme ça, voilà. Je lui envoie des choses que j'ai faites et la connexion se fait. Donc ça, c'est mon premier documentaire qui connaît un petit succès en festival et qui est acheté par France 5. Du coup, il y a même 3 volets. Il avait été acheté avant, il n'a pas été... Ah ouais. En fait, c'est un peu, malheureusement, si Ronan nous entend, son activité devient très compliquée parce qu'il veut garder son autonomie pour tout. Donc il est tout seul, il fait tout. C'est-à-dire qu'il produit son documentaire avant le vendre. Donc il n'a pas de CNC, il n'a rien. Donc. Il n'a rien.
Donc ils vont... Ah ouais. C'est vrai qu'après, moi, quand j'ai travaillé sur d'autres projets où je savais qu'il y avait toutes ces aides et qu'en général, on faisait l'inverse. On essayait de vendre son projet avant de le filmer. Voilà. C'est pas qu'on essayait de le vendre, c'est-à-dire qu'on le finançait comme ça. C'est ça. Et on le finance comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui savent pas, tu vas proposer à une chaîne un documentaire, la chaîne va te préacheter la diffusion, ce qui va te donner accès au CNC, tu vas chercher d'autres aides. Et elle te l'achète pas du tout le même prix. C'est-à-dire elle va te l'acheter 30 ou 40 ou 50 fois moins cher si tu viens comme si un documentaire étranger venait. Donc c'est encore moins rentable que pas rentable. Donc c'est compliqué à faire. Donc déjà, chapeau à lui. Mais évidemment, c'est devenu compliqué parce que tu peux plus faire comme ça. Donc voilà, mais par contre, ça me permet... Et en fait, dès ce truc-là, moi, je travaille à cette époque-là dans un studio d'enregistrement. Donc je suis ingé son dans un petit studio à Sens, à côté de chez moi. Et je rencontre beaucoup de musiciens. Je propose à ces musiciens de participer à la BO et j'enregistre, quasiment tout est enregistré, il y a quasiment rien de programmé. Donc c'est cool, parce que moi, ce studio me donnait accès à des musiciens en chair, en os. Et comme en plus en programmation, j'en étais moi à mes débuts aussi, et puis que c'était pas les mêmes outils, que c'était plus complexe de programmer des cordes, par exemple. Donc voilà, ça me permet ça. Et puis ce premier documentaire, comme il est acheté par France 5, qu'il est diffusé, alors pas en prime ni quoi que ce soit, mais voilà, il y a quand même une histoire avec ça. Ça me permet de redémarcher derrière et de faire la rencontre d'autres réalisateurs de documentaires avec lesquels je continue de travailler aujourd'hui. Donc, c'est une espèce de chaîne. Je bosse en moyenne par an sur au moins 6 ou 7 documentaires. Actuellement ou à l'époque ? Encore maintenant. Ah ouais. J'adore ça parce que les sujets sont hyper... T'apprends plein de trucs. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la spécificité qu'il y a ? Alors, on l'imagine bien, mais quand même rentrer un peu dans le détail, qu'il n'y a ni en pub, ni en fiction sur ces sujets de documentaire. Ouais. Est-ce que c'est la liberté, la variété des sujets ou est-ce que c'est... En tout cas, c'est pas le pognon sur le documentaire, que les choses soient claires. Non, c'est pas le premier truc Non, c'est important motivant. De savoir ça. De mettre ce postulat de base. Oui, la question d'Antoine va avoir une dimension différente. Enfin, ta réponse va avoir une dimension différente. Le documentaire, ça te rapporte qu'un quart de pub va te rapporter pour bosser combien de temps tu mets ? Un documentaire, si sur un 52 minutes, t'es au moins 2 mois dessus, quoi. 2 mois et demi, quoi. Parce que tu as des allers-retours. Enfin voilà, après ça marche un peu comme la fiction. Je te laisse répondre, pardon Antoine, mais c'était vachement important de dire ça. Bien sûr. Et c'est là où on voit que tu as vraiment une envie, un amour pour ce que tu fais et un besoin d'exprimer. Je parle beaucoup dans cet épisode, Antoine, excuse-moi, parce que comme je sais que tu le représentes, c'est plus délicat pour toi de dire certaines choses. Comme moi, j'en ai rien à foutre de ce que je dis. je peux me permettre de le dire, comme je dis tout le temps n'importe quoi. Donc voilà, c'était important de dire, le documentaire, ça ne rapporte pas d'argent, donc tu le fais vraiment. Mais je savais pas que t'en faisais autant, 6 ou 7 par an. En moyenne, tu dors jamais en fait, toi. Assez peu. Donc en fait, tu prends de la drogue, c'est pas possible, quoi. Tu m'as demandé si je fumais. Ah pardon, excuse-moi, je suis désolé. Non, c'est écoute, la passion te fait te lever tôt et te coucher tard. Donc effectivement, je fais des bonnes journées, mais ça me plaît. Et pour répondre à ta question, Antoine, clairement, oui, il y a la diversité des sujets. Oui, il y a une plus grande liberté parce qu'il y a moins d'enjeux financiers. Donc, tu as une liberté artistique qui ne se décide quasiment qu'avec le réal et tu n'as pas derrière la chaîne est moins regardante. Ça a un peu évolué. Voilà, notamment chez Arte, ça a changé un peu au niveau de la direction. Les plateformes, tu as déjà eu l'occasion de... Non, j'ai pas fait les plateformes. Je crois que c'est un peu plus technique encore. Ouais, certainement. Mais en tout cas, je me sens plus libre que sur une fiction, même si, j'ai toujours réussi à faire les choses dont j'avais envie dans les fictions, même s'il y a plus de compromis, souvent, parce qu'il y a beaucoup plus d'intermédiaires aussi. Le doc, c'est principalement un dialogue avec le réal. Enfin, on parle d'artistique, quoi. Donc, il a principalement ce final cut qui est très important. Et donc, il a la décision avec toi. Il a la décision et l'échange avec toi pour décider de la musique. En fait, le documentaire te permet... Là, j'ai travaillé récemment sur un documentaire qui s'appelle L'énigme de la momie des marais. Et ce documentaire a été traité comme un cold case, en fait. Puisque c'est le cas, en fait. Ils ont retrouvé une momie qui datait... Dans un marais, tout à fait. Et en fait, historiquement, tout ça représente...
des choses. Et en fait, c'est vraiment une enquête. Et musicalement, le réal m'a dit, j'ai envie qu'on sente ça. Donc, tu fais un polar. C'est comme si tu t'écrivais pour un polar un peu sombre. C'est hyper intéressant, quoi. Petite parenthèse sur l'énigme de la momie des marais. On a sorti la BO ensemble. Et donc, elle est disponible. Si vous voulez l'écouter, elle est superbe. On peut écouter beaucoup de choses de Yanis sur Spotify. Toutes tes BO sont sorties quasiment. Pas tant que ça. Toutes. Ouais, alors il y a pas toutes les BO de documentaires. Il y a quelques BO de séries. Il y a quelques documentaires aussi. Tout ce qui est pub, c'est beaucoup sur YouTube. Oui, les pubs, c'est plus. Et j'ai des choses sur SoundCloud aussi. J'ai beaucoup de documentaires sur SoundCloud. D'accord. En fait. Voilà. Parenthèse, on reprendra après. On en avait parlé d'ailleurs de sortir un peu des BO que tu avais fait. On l'a pas fait. Vous voyez pourquoi je voulais pas trop parler. Mais non, je vais pas le couper, ça, justement, mon gars. Quoi, tu vois, c'est de voir le travail d'un agent, c'est important. Tiens, ça me fait penser. Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu disais et ce qui nous fera le lien sur la fiction directement derrière. Quand tu parlais donc de la momie du marais, des marais ou de je ne sais plus quoi, j'ai aussi un problème avec les et les F. J'ai pas mal de problèmes à dire vrai. Tu disais, on traitait ça comme un thriller ou un trailer. Vous m'emmerdez, putain, je vais plus savoir parler. Je m'emmerde tout seul. Tu arrives à exprimer une émotion, tu as le temps sur un documentaire, puisqu'en fait, la partie narrative, il n'y a pas de narration, il n'y a pas d'image que tu dois suivre. C'est plus simple pour toi? Est-ce que tu prends plus de plaisir, ou tu as l'impression de faire véritablement de la musique sur un documentaire, où tu as le temps de faire passer une émotion, où tu as moins cette contrainte d'image? Parce que clairement, il y a une voix narrative et ça raconte l'histoire. T'as une vraie différence entre les deux? Oui, t'as une vraie différence. T'as une vraie différence parce qu'il y a effectivement moins de rapport direct entre l'image et le son, même si t'as quand même des synchros respectés, etc. Mais moindre. Moindre. Et puis tu vas avoir des moments où effectivement la musique doit passer derrière parce qu'il y a du commentaire, etc. Et des moments où au contraire elle doit être mise en avant. Donc c'est l'essence de l'émotion pour toi, ça. C'est pour ça que t'aimes autant ce sujet, ce format. D'accord. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que c'est justement ce que vous venez de décrire. C'est un petit peu justement parfois l'écueil ou ce que les compositeurs n'aiment pas, c'est-à-dire un petit peu cette image, en tout cas, de musique un peu papier peint. Tu vois derrière, alors que toi justement, c'est un terrain de jeu et d'expression plutôt que justement d'être, tu vois, un peu trop au fond de la pièce, et puis clairement, en discrétion, quoi. C'est tout à fait ce que tu dis. Et moi, j'exhorte beaucoup le réalisateur à aimer le silence, en fait. Et parfois, pas de musique, c'est mieux qu'une espèce de nappe qui sert pas à grand chose. Alors, on a beaucoup de mal avec ça. T'écoutes même en fiction, un peu partout, t'as toujours un tapis sonore et tu te dis, est-ce qu'il est vraiment indispensable? Alors, il y a une espèce d'inconscient collectif qui fait que ça paraît vide quand il y a rien, mais on s'habitue à ça au silence. C'est que le documentaire est pas. Si jamais t'as une bonne narration, si jamais t'as un bon sound design, des bonnes images, il y a pas de raison. Effectivement, t'as raison, ça doit pas tapisser un manque de quoi que ce soit. Donc, j'ai revu 1917 il y a 2 jours. Et c'est incroyable parce que l'utilisation de la musique, et ça fera la transition vers la fiction, c'est vraiment avec parcimonie, alors qu'il y a l'espace pour en mettre beaucoup. Ah oui, clairement. Et je sais que t'aimes beaucoup Thomas Newman. J'adore. Et vraiment, c'est incroyable. C'est par petites touches, et ça vient, ça part. Il y en a vraiment très, très, très peu avec une discrétion. Et pourtant, il y a une pression qui est incroyable. Et la musique contribue à cette pression, vraiment, parce qu'elle est mise au bon moment. Mais avec parcimonie. En fait, et tu fais bien de l'évoquer pour la fiction, j'avais un autre exemple, c'était celui de le film avec Tom Hanks, il se retrouve sur une île déserte. Seul au monde, voilà. Seul au monde, tu n'as pas de musique pendant toute la première heure du film. Tu n'as pas une note de musique. Et je pense qu'on s'en rend pas compte, parce que tu me l'apprends. En le revoyant, j'étais au courant de cette information, donc je l'ai revu, mais je m'en étais pas rendu compte lors du premier visionnage. Alors c'est très intéressant, c'est une question que j'ai toujours envie de poser, et en préparant ce documentaire sur toi, en préparant ce documentaire sur Yanis Dumoutier, dont il fera la musique, mais on verra ça plus tard, on n'a pas le budget. Mais ça c'est bon, c'est dans le documentaire, tu respectes le truc, c'est bon. Et ça amène sur la fiction. Quand tu regardes un film, tu t'es fait piéger quand tu as vu Seul au monde, je sais pas en quelle année tu l'as vu, je sais pas où t'en étais dans ta carrière de compositeur, il faudrait qu'on calcule. Moi, il y a des films que je regarde où et c'est ça pour moi un film qui est réussi, c'est quand tu le regardes, tu ne fais ni attention au montage, ni attention à l'image, ni attention à rien. Et quand après on te dit, ah bah tiens, tu fais putain, faut que je re-regarde le film. Est-ce que tu as déjà ressenti ça d'une musique que tu avais faite dans une série, ou est-ce que tu cherches à dire, je ne veux pas que la musique s'efface, je ne veux pas qu'elle soit en avant, je veux que ce soit vraiment une œuvre composite, qui est le but en soi. C'est extrêmement difficile parce que tu as la tête dans le guidon quand tu travailles, que tu es absorbé par plein de choses et qu'il faut malgré tout souvent aller vite, principalement dans la fiction. Quand je revois les épisodes d'HPI, je suis content de plein de passages, mais en règle générale, je trouve ça très chargé. C'est le travail de qui, ça, alors? C'est-à-dire que, par exemple, dans Seul au monde, c'est le réalisateur qui décide de ne pas mettre de musique. Je pense. Est-ce qu'il y a des moments où tu arrives,
sur des séries comme ça, des grandes séries, c'est extrêmement compliqué parce que tu dois délivrer des kilos de trucs très très vite. À aucun moment, tu as un échange avec le réalisateur suite au visionnage du premier épisode où tu dis, là, faut soulager, là, faut peut-être... Comment ça se passe? On en discute en amont autant que faire se peut, parce qu'on n'a pas toujours aussi l'occasion de le faire. On en discute pendant, sur certaines séquences où, effectivement, c'est un échange. Voilà. Après, il y a des producteurs derrière, il y a une chaîne derrière. Donc, le truc, c'est que l'idée de base peut être parfois partagée par le réal et le compo, mais pas forcément entérinée par la prod et bien souvent par la chaîne. On retrouve un peu les process de la fiction. De la pub. Clairement, t'as une espèce... Et puis, on parle pas toujours le même langage. C'est-à-dire que la chaîne, je ne leur en veux pas, c'est aussi ça. Ils ont aussi ils ont leur vision et c'est pas le même métier. Ils ont leur vision qui est différente en termes d'audience, de public visé, etc. Voilà, la production est déjà plus proche parce que c'est un peu elle qui fait l'intermédiaire justement entre les créateurs entre guillemets de la série dont ils font partie d'ailleurs, et puis la chaîne. Et souvent, eux, leur rôle, ça va être plutôt de trouver des compromis. Et parfois, ces compromis sont pas forcément à l'avantage du réal ou du compositeur. Et c'est vrai que ces moments-là, moi, je les sens. Quand il y a eu un peu une phase de... Voilà, tu les sens à l'image, tu veux dire, quand tu regardes après un épisode, tu dis là, je sens qu'ils sont pas pris la tête, mais je sens qu'il y a eu trop de discussions. Ouais, c'est ça, tu sais, il y a les fameuses scènes, des fois sur des épisodes où tu fais 2, 3, 4 essais, où on essaye une synchro, il n'y a rien qui satisfait personne. Et ça, moi, personnellement, peut-être que des gens... des fois, je demande à ma femme, quand on regarde un truc ensemble, elle me dit... T'as pas trouvé un truc elle t'aime ta femme. Mais c'est pas toujours évident. Sur cet aspect, justement, quand tu regardes les projets que tu as mis en musique, tu as un esprit critique, ça j'aurais pu faire mieux, c'est bien, ça je suis content. T'en es où aujourd'hui? Il kiffe tout ce qu'il fait. Est-ce que tu as l'impression d'être encore en recherche de style? Est-ce que tu as l'impression d'avoir un peu, pas posé tes valises, parce que je pense qu'un artiste n'a jamais posé ses valises, mais tu vois, est-ce que tu as le sentiment d'avoir fait un... Parce qu'en fiction, on cherche beaucoup ça, on cherche la singularité d'un compositeur, on va chercher une couleur. Moi, la question que je pense qui est le quotidien de tous les artistes, pas forcément que les compositeurs d'ailleurs, c'est l'histoire de la légitimité. Pourquoi on m'appelle ? Pourquoi on me demande de travailler sur ce projet? Tu vois, les gens te disent j'aime beaucoup ce que tu as fait. Et pourtant, toi, c'est ce que je disais. Moi, par exemple, HPI, pour le coup, le thème principal s'est fait un peu plus pas dans la douleur, mais on a plus cherché. Mais pour moi, tu vois, c'est un thème qui est très simple. Les harmonies sont pas extraordinaires. Voilà. Après, c'est le fait de l'arranger, puis le rapport avec l'image, clairement, les planètes qui s'alignent aussi. Voilà, c'est ça. Donc, moi, je sais qu'il y a toujours une histoire de légitimité à me dire que je connais des compos qui ont un talent de dingue et qui bossent pas. Parce que c'est tout le contraire de toi, quoi. Exactement. Des gros nazes qui ont plein de taf. Et tu parlais d'HPI. Est-ce qu'il y a un avant et un après? Et est-ce que, je vois le plaisir que tu as dans le documentaire, est-ce qu'il n'y a pas cette crainte, comme certains comédiens parfois qui sont cantonnés dans des rôles de comiques, de tristes, de ci, de ça? Est-ce que tu viens de faire une série, j'ai pas eu la chance de pouvoir le voir parce qu'il y avait plus de place. Je sais pas, je suis pas arrivé à l'heure, comme ça va dire bam. C'est comme ça, c'est mis. On fera autrement la prochaine fois. T'inquiète pas, je me comprends. Donc la série Flashback qui va sortir, donc dont on parlait en introduction avec Michael Youn et Constance Gay, qui est un peu le même genre, une comédie policière, pardon. Avec une dimension fantastique. Donc, il y a eu un avant HPI, il y a eu un après. J'imagine que c'est probablement pour ça que tu as eu accès à cette série-là. Est-ce que ton agent et toi faites un travail là-dessus pour éviter justement de te faire enfermer par quelqu'un là-dedans? Oui. Alors, c'est pas évident parce que, alors pour le coup, Flashback, peut-être pas objectif, mais c'est une super série, vraiment. Et effectivement, il y a toujours je crois qu'elle a un très très bonne... elle a été très bien reçue à La Rochelle notamment. Je crois que les gens sont très contents. Ouais, il y a cet aspect... mais la comédie est déjà beaucoup plus en retrait, ou en tout cas pas forcément soulignée musicalement par rapport à HPI. C'est-à-dire qu'HPI, en fait, c'est la matrice du truc, c'est vraiment ça. C'est le personnage de Morgane, son côté... C'est un vrai personnage dans la série. Voilà, la musique est un vrai personnage dans la série. Clairement, elle participe au truc... Moi qui ai suivi les je sais plus combien de saisons, 4. La musique est vraiment un personnage à part entière. Oui, je suis d'accord. C'est Star Wars, c'est-à-dire que t'as chaque personnage... chaque personnage a son thème. T'as vraiment... Quand t'entends une musique arriver, tu sais qu'il va y avoir un dénouement. C'est vraiment extrêmement bien construit là-dessus. Bravo d'ailleurs, au réalisateur. Bravo.
Ah, pardon. Je t'en prie. Aux réalisateurs, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, revenons sur Flashback, pardonne-moi. Ouais. La construction est différente. Tu disais c'est une série qui est bien, qui est... Oui, la construction est différente parce qu'on appuie moins l'aspect... D'ailleurs, l'aspect comédie a été un peu un questionnement. Est-ce qu'on le met en musique? Est-ce que c'est systématique? Est-ce que ça... Voilà. Alors, excuse-moi, je te coupe là-dessus parce que c'était une des questions que je voulais te poser sur l'aspect comédie et musique. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est si difficile de musiquer la comédie? Parce que c'est vraiment un sujet chez les compositeurs. C'est clairement... Pour moi, c'est un des exercices les plus compliqués. Ouais. Et ça rejoint la question que te posait Raphaël juste avant. Donc, il faudra que tu répondes aux deux en même temps. Okay. C'est-à-dire, effectivement, est-ce que tu n'as pas peur qu'on t'appelle trop souvent pour mettre en musique la comédie et effectivement, parce que comme c'est difficile et qu'il y a beaucoup de compositeurs qui se cassent les dents là-dessus, à toi. Donc, il faut que je fasse une bi-réponse. Exactement. Et on va bien veiller à ce qu'il y ait une bi-réponse. Fais-moi confiance. Oui, c'est difficile. Pourquoi? Parce que souvent, elle se voit à l'image. L'aspect comique par une réplique, par un jeu d'acteur, etc. Donc, tu as tendance à remettre une couche derrière, donc à devenir trop insistant et du coup trop lourd. Et à phagocyter un petit peu finalement le message. On a bien compris que c'était un moment comique. Dans HPI, la façon d'aborder la comédie, elle était très brutiste. Très basée sur l'espèce de nervosité du personnage, des cuts sans arrêt, très le chrono disruptif. aussi. Voilà, le chrono, c'est très disruptif, c'est pas vraiment quelques touches, c'est presque du Tex Avery, entre guillemets, je veux dire, c'est-à-dire que t'es vraiment... c'est illustratif, c'est très illustratif, voilà. Après, les autres projets de comédie, qui n'étaient pas forcément que des comédies, mais dans lesquels il y avait des passages de comédie, c'est plus compliqué, parce qu'il y a une espèce de langage selon des époques. Quand on regarde les films de Houry à l'époque, c'est pas du tout la même façon de raconter la comédie qu'aujourd'hui dans les séries ou les films actuels ou depuis Desperate Housewives, il y a une espèce de passion pour les corps de kids, les dramédies, voilà, qui est devenu à la dramédie. Et donc, on essaye d'éviter cet écueil-là, pas parce qu'on sait que ça marche. Voilà, on sait que ça marche parce qu'en plus, dans l'inconscient collectif, ça veut dire quelque chose. Par contre, il faut essayer de raconter différemment. Donc, oui, c'est compliqué parce que d'être singulier sur ces passages-là. Et oui, je ne voudrais pas être enfermé dans cette chose-là parce que, très bizarrement, je suis plutôt attiré par les choses sombres. Voilà, au niveau visuel et au niveau musique. Tu as eu l'occasion d'en faire un peu? Assez peu. À part le Pantin. J'ai fait un podcast qui s'appelle La Traque, qui était super intéressant et en plus, là pour le coup, il n'y avait pas d'image, mais... oui, c'est le principe d'un podcast, merci. Tout à fait. J'ai eu un peu l'occasion, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille avec Antoine, d'essayer d'aller un petit peu ailleurs. Mais c'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est clair que c'est pas facile dès qu'on est enfermé dans quelque chose, et puis de toute façon, c'est pas facile de vendre d'autres choses que ce pourquoi on t'appelle. Est-ce que, du coup, ça me donne une très bonne transition, est-ce que tu aurais des conseils, là, parce que tu as plus 20 ans quand même, hein. Non, merde, ça non, mais bon. Est-ce que tu t'en es plutôt très bien sorti? J'ai l'impression que tu as commencé relativement jeune, tu as eu pas mal de bol, parce qu'il faut de la chance dans tout ça, c'est clair. Hein. Le talent, tu l'as indéniablement, mais il faut en plus un peu des bonnes rencontres et des bonnes choses comme ça. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à un jeune compositeur? On va pas parler de l'IA, mais aujourd'hui, avec la complexité qu'il va y avoir avec tout ce genre de choses, qu'est-ce que tu vas donner comme conseil là-dessus? C'est-à-dire comment faire pour arriver à bosser aujourd'hui? Commencer par où, par quoi faire? C'est ton moment vieux con. C'est déjà pas de batterie si tu as 14 ans et en appartement. Si, mais c'est compliqué de donner des conseils parce que chaque parcours est différent. Moi, si je me base sur le mien, c'est vrai que... C'est ça qui nous intéresse. Voilà, c'est assez atypique et j'ai toujours suivi déjà un rêve. Qui est arrivé assez jeune, voilà, au lycée, je savais que je voulais faire quelque chose dans la musique, pas exactement quoi, mais en tout cas, c'était pas dans l'enseignement ou quoi que ce soit. Voilà, je voulais vivre de la musique. Donc, c'est de suivre ça, parce que malheureusement, je vois trop de... Je vais parler effectivement comme un vieux con, mais je vois trop de jeunes qui, quel que soit leur rêve, que ça soit musical ou autre, qui baissent les bras assez vite, pas parce qu'ils n'ont pas l'ambition d'arriver à le concrétiser, mais parce qu'on leur met des freins assez vite et que toujours on repart sur le système scolaire
pour lequel je n'ai pas beaucoup d'affection, qui fait comme que... tous les mauvais à l'école, j'ai eu le même problème. Mais j'étais pas mauvais en plus à l'école. J'étais pas mauvais, mais je trouvais que c'est très fermé, c'est très... Il n'y a pas de place pour l'imprévu, pour celui qui fait pas pareil que les autres. Voilà. Et donc, j'aurais un conseil à donner, c'est d'être soi-même, et c'est très compliqué de s'accepter comme on est, même si on a un parcours, des envies de métiers différentes. Moi, je sais que mes potes, quand je leur disais la musique, mon métier plus tard, c'était chômeur, quoi. Donc, c'est plus un choix, c'est plus un chemin de vie que tu nous racontes là que comment faire ce métier. Ce qui est, de mon point de vue, le plus important, clairement. Mais c'est-à-dire, c'est quoi? Aller taper à la porte de producteur, aller taper à la porte de réalisateur, et c'est ça. C'est vrai que c'est très dur. Hein. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, c'est ce qu'on disait quand j'ai pu démarcher par Internet parce que c'était un nouvel outil, parce que les gens s'intéressaient à la chose et que tu n'avais pas tout et n'importe quoi aussi. Tu ne recevais pas 40 mails par jour. Voilà. Mais c'est comme l'industrie du disque à un moment donné. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer l'industrie du disque dans les années 70 et dans les années 90-2000. Ça n'avait plus rien à voir. Donc, effectivement, c'est peut-être d'essayer de faire je dirais peut-être aller dans les écoles de cinéma. Mon fils est dans une école de cinéma et il fait des rencontres avec d'autres talents qui, eux, sont plus... Lui, il est dans l'écriture, qui vont être plus attirés par la réalisation et du coup, peut-être travailler sur des projets de court-métrage ou de docu, peu importe, en fait. Moi, je sais que au départ, tout projet... j'essayais de lui trouver un intérêt parce que j'avais tout à apprendre de ce métier. Donc, je pense qu'il faut aller effectivement frapper à toutes les portes auxquelles on peut frapper, que ce soit chez des producteurs, parce que les producteurs, en tout cas, moi, ça a été mon cas, je pense que ça continue à l'être. Ils continuent d'écouter des choses, de rechercher des nouveaux talents. C'est leur travail. Hein. Oui, c'est leur travail. Mais malheureusement, au bout d'un moment, on peut aussi tomber dans un certain confort qui fait que on a notre équipe et je trouve ça hyper généreux et audacieux quand on a vraiment une équipe qui fonctionne, de dire tiens, je vais essayer de découvrir autre chose. Et ça peut des fois correspondre à un projet qu'on aura, donc il ne faut pas hésiter. Donc pour résumer, pour toi, c'est rester soi, croire en ses rêves, rencontrer des gens et bosser. Ah clairement, le travail. Et comme j'ai presque le mot de la fin, c'est Antoine qui va être obligé de se taper les questions cons. C'est bien fait pour ta gueule aujourd'hui, c'est toi qui vas les faire. Il y a un moment, quoi. Donc alors, on finit par... Déjà, merci pour cet échange. Avec grand plaisir. Merci de votre invitation. Non, mais ça fait plaisir. Moi qui ne te connaissais pas autant qu'Antoine, c'est vraiment pour ça qu'on fait ce podcast. Et pourquoi tu fais ça? Et c'est aller au-delà de ce qu'on écoute, de ce qu'on regarde. Et moi, ce que je retiens de tout cet épisode, c'est vraiment ton envie d'exprimer une émotion. Ton envie de... Vraiment, c'est ça. Parce que quand tu parles du documentaire et que tu dis, moi, c'est ça qui m'intéresse, quand je connais les budgets d'un documentaire et les budgets d'une pub, c'est vraiment un cheval, une alouette, et encore même une mouche, un cheval. Et en fait, je vois que c'est ça que tu aimes et que j'ai assez été frappé quand tu as dit que tu en faisais 6-7 par an. J'en ai produit quelques-uns. Je suis assez impressionné et de voir tout ce que tu fais. Donc bravo. Maintenant, je te laisse poser des questions de merde, Antoine. Maintenant, c'est bon. Donc, Oscar ou César? Il n'y a pas un truc qui n'existe pas en art. Nanar. Beethoven ou Mozart? C'est que Mozart. Ennio ou Nino? Ennio. Valkyrie dans Apocalypse Now ou Kanye West dans Joker? Valkyrie. Évidemment, celle-là, on ne pouvait pas y couper. Williams ou Zimmer, mais on connaît la réponse. Ouais. C'est Zimmer, mais j'ai une grande passion pour Williams. Ah ouais, non, Zimmer. Clairement. Ah ouais? Mais oui. Ah bah alors là, j'aurais vraiment... Ah ouais, parce que tu vois que mes questions... Tu vois que les questions cons sont pas si cons. Si tu me le permets, je vais justifier pourquoi. Parce que Williams a un talent énorme, mais je trouve que la façon d'aborder la musique de Zimmer est plus proche de ma façon d'aborder la musique. C'est-à-dire que le mec vient d'un groupe de pop et autodidacte, et quand il prend un orchestre de 123 musiciens, le mec, il considère que c'est un instrument. Et s'il a envie de faire des trucs qui n'ont aucun sens d'un point de vue orchestration, il s'en fout. Il se dit, moi, je veux un effet sonore qui soit ça. Et on connaît le succès de CBO et la singularité de CBO qui ont fait que y a personne qui arrive à... Il est très souvent imité, jamais égalé. Jamais égalé. Absolument. Eh ben, écoute, moi j'ai envie de dire, les questions cons, c'est là qu'on voit qu'elles sont pas toujours aussi cons et que ça apporte parfois quelque chose. Donc on va finir là-dessus. Un grand merci à toi, Yanis, encore une fois. On va pouvoir aller boire des coups parce que pour ne rien vous cacher, c'est le matin et nous on aime bien boire dès le matin. Donc voilà. Merci, Yanis. Je ne participe pas à cette mascarade. Merci beaucoup, à bientôt. Avec grand plaisir. Merci les gars. Ciao.